Pourquoi ce personnage suit-il ce chemin en particulier? Que représente ce lieu au sein de son parcours? Cette montée ou cette descente traduisent-elles une idée dans son évolution? La route et le paysage que parcourt le protagoniste permettent bien souvent de retranscrire des idées difficiles à expliciter par des mots ou d'autres moyens. Des idées que nous allons étudier durant cette émission. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Pour prendre conscience de l'importance des chemins et déplacements, je vais évoquer dans cette vidéo le cas de la verticalité dans la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan. J'analyserai cet élément de la saga pour justifier son thème principal, la salvation de Bruce Wayne et de Gotham. Afin de suivre l'évolution du personnage sur le plan géographique comme psychologique, j'emprunterai la voie la plus simple, opus après opus. Évidemment, une myriade d'angles de vue peuvent être adoptés, mais je me concentrerai presque exclusivement sur les lieux parcourus et sur l'avancée verticale des personnages. Il ne s'agit donc pas d'une analyse complète des trois œuvres. Au demeurant, il me semble nécessaire de passer brièvement sur les moments clés de l'histoire pour ajouter du contexte à mon étude et justifier en quoi la verticalité se met au service de son message. Vous êtes donc avertis. Laissons-nous à présent chuter dans ce puits de métaphores et de symboles qu'est la saga du Chevalier Noir. Débutons cette analyse par le premier film de la saga, Batman Begins. Comme son nom l'indique, le film traite essentiellement de la mutation de Bruce Wayne en Batman, de son épopée et de son mythe. Les blessures qui meurtrissent Bruce et qui le conduisent à porter un masque cornu se profilent dès son enfance. Le jeune Bruce Wayne, fils de la famille bienfaitrice la plus riche de Gotham, fait une chute au fond d'un puits dissimulé dans son jardin. Esselé et dans le noir, il se fait attaquer par un essaim de chauve-souris. Son père vient le secourir et l'aide à se relever, à la fois physiquement et mentalement. Took quite a fall, didn't we, Master Bruce? And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. On assiste ensuite à la scène tristement connue de la mort de ses parents. La peur de l'enfant ayant contraint la famille à quitter le théâtre avant l'heure, Bruce se considère depuis comme le responsable du meurtre de ses parents. Il est enragé contre ses peurs. Le film fait ensuite une ellipse pour nous faire suivre un Bruce Wayne jeune adulte. Durant cette période, il descend au plus bas, non sur le plan humain, mais sur le plan de la ville. Il voit ce qu'est l'enfer, celui qui bouillonne au sein de Gotham. Bruce va à la rencontre de Falcone, qui se pavane dans l'un des restaurants de cet enfer, dont il est le suzerain. Falcone est présenté comme l'incarnation de la peur pour la ville, comme son diable. De cette rencontre avec le chef de la pègre, Bruce en retire ceci. L'homme doit apprendre à connaître le monde de la criminalité, ainsi que leurs points faibles, s'il veut pouvoir lutter contre eux. Une leçon qui reviendra lors de son affrontement avec le dernier antagoniste de la série. Une troisième période de la vie de Bruce débute, son voyage initiatique. Bruce choisit d'expérimenter une vie de criminel et d'apprendre les arts martiaux. En vivant leur existence, Bruce apprend à connaître leurs peurs et leurs envies. Mais il apprend également à être plus clément avec eux, à avoir un regard empathique sur leur façon de vivre ou de survivre. Jeté en prison pour ses crimes, Bruce côtoie un nouvel enfer et son propre diable, dira même un prisonnier. You are in hell, little man. And I am the devil. C'est également dans cette geôle infernale qu'il fait la rencontre de Ra's al Ghul, qui va l'inciter à voir plus loin que sa vie de criminel actuelle. If you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Which is legend, Mr. Wayne. Mu par l'envie de rejoindre les Ligues des Ombres, Bruce entame un chemin qui s'achève en haut de la montagne, au sommet du monde. Là où il atteindra le paroxysme de ses techniques de combat et de dissimulation. Pour maîtriser la peur des ennemis, et donc s'élever au-dessus d'eux, car c'est bien là ce que cherchait Bruce en quittant Gotham, Ra's al Ghul lui dit qu'il doit outrepasser sa propre peur et sa propre colère, car elles sont toutes deux ses faiblesses. Chauve-souris, solitude, obscurité, déchéance. Voilà les peurs qu'il doit surpasser, celles qui le suivent depuis sa chute dans le puits. Mais Bruce a également peur pour sa ville, pour l'héritage de ses parents. S'il décide de se masquer pour effrayer ses ennemis, c'est bien parce qu'il craint le pire pour Gotham. Comme lui signale son père, dans le puits, les chauves-souris l'avaient attaqué parce qu'elles avaient peur de lui. C'est Ra's al Ghul qui lui enseigne à prendre de la hauteur sur ses ennemis, à devenir un spectre, une idée, une peur invisible.
Tout cela dans l'objectif de montrer à la ville que les criminels ont une faiblesse et qu'eux aussi peuvent avoir peur. Après les sentiments négatifs, il doit effacer toute compassion en tuant un villageois criminel. Bruce refuse d'être juge et bourreau sur la vie d'autrui. Il s'interdit par la même occasion de s'élever, de transcender sa nature humaine par cette voie. Il détruit la Ligue des Ombres, puis redescend en ville, au sens symbolique évidemment, fort de ses nouvelles compétences. Afin de sauver Gotham de la criminalité, Bruce décide de défricher le passé et d'entrer au cœur de ses anciennes peurs, de descendre dans leur territoire pour faire face à son passé. Au creux de cette grotte, Wayne réalise qu'il est devenu un surhomme, un homme sans peur. Au plus profond du gouffre physique, il s'élève spirituellement. A lieu alors la création de la bête effrayante du Batman. Il crée l'illusion du milliardaire, s'arme en secret pour devenir la bête et aménage sa grotte au sein de ses peurs. On y voit à la fois son royaume et son enfer. S'ensuit une phase d'ascension du Batman, de la créature chasseuse de criminels. En termes de verticalité, on voit le Chevalier Noir uniquement juché en hauteur. La bête n'est cependant pas encore à son sommet, comme le démontre la scène d'affrontement contre l'épouvantail. Batman se dresse face à la figure de la peur avant d'être vaincu. Il se jette par la fenêtre, chute, s'écrase au sol. Rien d'autre qu'un rude rappel qu'il n'est qu'un humain connaissant la peur. Mais ce n'est pas la seule scène qui nous montre qu'il subsiste des reliquats de Bruce Wayne en cette entité de la nuit. On le voit par exemple sauver Rachel de la toxine en dépit du peu de quantité de remèdes qu'il possède. Son ami d'enfance est d'ailleurs contaminé lors de la découverte du royaume du méchant. À l'instar de la grotte de Batman qui se dissimule sous le manoir, l'antre de l'épouvantail existe sous couvert d'être un asile psychiatrique. Pour libérer celle qu'il aime, Batman doit plonger, s'enfoncer dans l'enfer caché sous la ville. Et plus Batman s'engouffre dans le danger et le combat, plus son mythe s'élève. Les rumeurs et les on-dit circulent, le glorifient, le déshumanisent. D'aucuns affirment qu'il peut voler, d'autres certifient qu'il peut disparaître. Ces fabulations s'étendent même dans les rangs de la police, la peur du Batman se propage, au rythme des battements d'ailes des chauves-souris. Pour tous, il incarne désormais la peur. Parmi tous les policiers effrayés, un seul est assez courageux pour fouler cet enfer, James Gordon. Et telle une gratification pour son courage, Batman lui octroie l'ascension, il le fait s'élever au-dessus de ses compères. La Ligue des Ombres fait alors son retour, dans l'objectif de détruire Gotham, mais aussi de se venger de Bruce. Il brûle le manoir Wayne, s'en prenant ainsi à la personnalité devenue factice du milliardaire excentrique. Au pied du mur, ou des flammes plus précisément, Bruce est contraint de se réfugier dans la Batcave, l'antre de la bête. L'ultime phase de destruction de la ville s'amorce à cet instant. L'enfer qui se dissimulait sous la ville se déverse à la surface. Et, à la vitesse d'un train effréné, la fin de Gotham approche du centre-ville pour répandre le virus de la peur. Batman doit alors remonter dans son antre et se jeter dans la géhenne. Cette fois, il parvient à surpasser son maître. Victorieux, il renvoie le mal sous terre et sauve la ville. S'achève alors le premier opus. Au milieu des cendres du manoir Wayne, nous assistons à l'enterrement de la personnalité humaine de Bruce. À chaque coup de marteau, à chaque clou enfoncé, l'âme de l'homme chauve-souris se voit davantage scindée. Le sacrifice de Bruce au profit de Batman est nécessaire pour la salvation de la ville. Il s'agit de l'unique moyen de relever Gotham. Batman est un veilleur, certes, mais également un porteur qui maintient la ville droite, qui la soulève hors de sa fange de corruption. Il est celui qui se sacrifie, qui délaisse sa propre vie pour sauver la ville. Mais, alors qu'il rehausse Gotham, des flétrissures au rictus rouge émergent. Passons donc au deuxième volet de la saga, qui met en scène l'un des antagonistes les plus marquants du cinéma. Voyons à quel point son passage ébranle la ville et son protecteur. L'histoire qui nous est contée durant ce deuxième opus se situe 1 an après Batman Begins. Ce film installe dès son amorce les conséquences sur la ville de l'ascension du Batman. On aperçoit durant les premières scènes une flopée d'usurpateurs du justicier masqué qui ont interprété le message de Batman comme un appel à prendre les armes contre la pègre qui arpente encore les rues de la ville. Pour contraster avec ce constat amer, nous est présenté le procureur Harvey Dent, qui sera surnommé le Chevalier Blanc en raison de sa volonté à venir en aide à la ville pour la sortir de sa corruption. On assiste en parallèle à la montée en puissance du mal qui est le chaos. Figure effrayante et insondable, le Joker apparaît comme un antagoniste de la justice, porté par Gordon, de l'espoir, incarné par Dent, et de la terrible protection du Batman. En effet, cette alliance tricéphale s'avère redoutable, puisque grâce à la loi Dent, plus de 500 membres de la pègre sont emprisonnés d'un seul coup au cours du film.
Tel une dynamite, le clown est ici pour détruire les fondations, érigées par Bruce, qui ont redressé la ville. Tout au long du récit, il va chercher à démasquer le Batman afin de dévoiler au monde ses défauts, mais aussi à le pousser à tuer et à bafouer son code. En bref, il va tenter d'humaniser le Batman pour détruire son symbole et ainsi réduire à néant ce à quoi peuvent se rattacher les habitants de la ville. Sur cette droite lignée, le Joker va essayer de corrompre l'espoir dont Dent est le porte-étendard, mais aussi à corrompre la ville puisqu'il veut instiller la peur dans l'esprit des citoyens. Une peur loin d'être unificatrice comme celle du Batman, mais engendrant la discorde et le conflit. Dans cette optique, il s'en prend directement à la justice et au droit en tuant les humains les symbolisant, un procureur, un juge et un commissaire. Mais ce n'est pas tout. La justice s'effrite puisque le commissaire Gordon disparaît et le côté sombre de Harvey Dent émerge, non au grand jour, mais dans un sombre souterrain. Sous la menace du Joker, Dent fait le choix de se donner à la justice à la place de Bruce. Dent est alors enfermé avec l'espoir qu'il porte. S'ensuit une bataille aux allures de course-poursuite entre les policiers et les criminels. Le Joker les oblige à suivre la voie qu'ils désirent, à venir dans les tunnels, dans les ténèbres. Batman est contraint de s'y précipiter pour sauver l'espoir. À la fin de l'affrontement, Gordon réapparaît, sauve le Chevalier Noir et libère Dent. Le Joker est jeté en prison. Toutefois, même derrière les barreaux, le clown terrifiant parvient à les tourmenter. Il propose à Batman un dilemme mortel, sauver Rachel ou sauver Harvey. Malgré tous les efforts combinés, l'épreuve se conclut par un Harvey défiguré, une périclitation de l'espoir, et par la mort de Rachel, l'ultime espérance de Wayne pour revenir du côté des humains. Dent, qui était l'espoir et la chance favorable, symbolisée par sa pièce à double face, laisse place à une personnalité sombre et il accepte alors de laisser son destin au hasard, un hasard au service de la mort. Le chaos atteint son paroxysme, dépeint ici par une tour de verre, où se déroule le dernier combat. Les règles y sont sans dessus-dessous, les ennemis sont déguisés en civils et vice-versa. De ce fait, Batman est forcé de combattre policiers et criminels dans une tornade chaotique. Finalement, Batman vainc le Joker et le fait tomber de sa tour de folie. La ville, de son côté, se sauve elle-même du chaos et survit à l'épreuve des bateaux. Le symbole de la justice du Batman et celui de l'espoir de Dent ont fonctionné. Dent est d'ailleurs le dernier ennemi, la bonté corrompue, la chance létale. Avec la dernière discussion entre Dent, Gordon et Batman, nous réalisons que le Joker a gagné. Du moins en partie, puisqu'il a fait tomber l'homme le plus vertueux de Gotham. The Joker chose me because you were the best of us. He wanted to prove that even someone as good as you could fall. And he was right. Poussé dans ses derniers retranchements, Batman précipite Dent dans le vide et tue pour la première fois. Il détruit l'espoir perdu de Gotham. La ville s'en voit privée de son héros. Mais, afin de sauvegarder cet espoir, Gordon et Wayne décident de mentir, de cacher la personnalité obscure de Dent, de sauver la face. Batman assume les crimes de double face, les endosse pour le bien commun. Tel un bouclier, le Batman encaisse et se détruit pour sauver la ville. C'est la chute du Chevalier Noir. Le récit s'achève donc sur un triomphe, certes en demi-teinte, mais sur un triomphe tout de même, de l'antagoniste. Si ce deuxième opus se concentre principalement sur la verticalité psychologique de Dent, à défaut de celle de Bruce Wayne, il en est tout autrement concernant les derniers films de la saga. Lançons-nous donc dans la fin de l'épopée, l'ultime chemin vers la salvation de l'homme et de la ville. Le récit effectue cette fois-ci un bond de 8 ans. Le film met une nouvelle fois deux ennemis en place qui agissent de concert et prônent une volonté commune, la vengeance de la mort de Ra's al Ghul. Car les ennemis ne sont rien d'autre que Bane, l'héritier de la Ligue des Ombres, et Talia al Ghul, la fille de son ancien maître. Leur unique objectif est de détruire Gotham pour se venger de Batman et respecter la dernière volonté de Ra's al Ghul. Du côté de Gotham, on apprend que la mort de Dent a fait de lui un héros et que le mensonge a fonctionné. L'espoir resté immaculé s'est même propagé. La ville est en paix. A contrario, Batman est conspué par le peuple et n'a plus lieu d'être. Bruce se terre dans son manoir, en solitaire. Pour faire bref, l'image du Batman est dans le même état que le corps de Bruce, brisé. Bruce se repose d'ailleurs sur une canne, pas uniquement pour sa blessure physique, mais aussi pour se convaincre qu'il ne sert plus à rien, qu'il ne peut plus protéger la ville. Cette canne,
incarne son état d'esprit morose et dépressif. Car, en rangeant son armure de Batman, il n'est pas pour autant redevenu Bruce Wayne. C'est Selina Kyle qui va entrer dans son manoir et le relancer dans la course en lui volant un collier de perles. Elle est le courant d'air qui va ouvrir une fenêtre sur le réveil de Bruce. Dans un même temps, nous apprenons que le mal se terre dans les égouts. Le besoin du Batman se fait sentir. Blake vient chercher Bruce directement chez lui révélant qu'il connaît son secret. Puis, Gordon, à l'hôpital car blessé après être entré dans le repère souterrain du mal, dit ceci. Le mal a surgi de là où on a essayé de l'enfouir. Batman doit revenir. Finalement, Lucius Fox le persuade de reprendre du service en lui montrant la batte. Puis, intervient la telle pour son genou, qui représente l'abandon égoïste de Bruce. En réalité, tout n'est qu'artifice pour sortir de son antre. La telle est l'antithèse de la canne. Tandis que le bâton explicite l'état d'esprit dépressif et pessimiste de Bruce, la telle traduit le fait qu'il se croit utile, ou plutôt que les autres l'aient persuadé artificiellement qu'il serait utile. Alfred dira même « Vous avez fait galoper une cohue de policiers au moyen d'un tas de joujoux signé Fox. » Ou même, il ne suffit pas de vous sangler la jambe et de renfiler votre masque pour redevenir ce que vous étiez. Alfred est d'ailleurs le seul à ne pas vouloir que Batman revienne, car il craint pour sa vie. You're afraid that if I go back out there, I'll fail. I'm afraid that you want to. Ces extraits corroborent le fait que tout n'est qu'artifice dans sa nouvelle ascension. Les gens le poussent à revenir, eh bien, soit. Batman va revenir et montrer qu'il est destiné à échouer. Durant la course-poursuite avec les criminels, il opte même pour une moto plutôt qu'une Batmobile, ce qui est plus risqué pour son corps. Comme pour l'achever, Alfred lui révèle que Rachel avait choisi Dent avant de mourir. Bruce, qui se rattachait à cette chimère de vie tranquille avec elle, perd donc son ultime point d'attache. Il n'a plus rien à perdre. Mais puisqu'il ne peut se départir de son alter ego, il se penche vers le sacrifice, l'abandon. Se croyant prêt à affronter Bane, Batman, guidé par Selina, s'enfonce dans l'antre du mal. Le Chevalier Noir est alors au plus bas de l'enfer, un enfer d'humidité et de ferraille qui n'est pas sans rappeler l'enfer dépeint par Silent Hill. Le combat est unilatéral. Tandis que l'un s'est entraîné à devenir une idée monstrueuse, l'autre est né monstre. Bruce est vaincu, sa colonne vertébrale brisée, son masque fendu. Pour torturer Bruce, Bane va meurtrir la ville en lui donnant de vains espoirs et en la terrorisant. Bane s'établit rapidement en parangon de la propagande et donc de la capacité à influencer par les mots. D'ailleurs, l'héritage de Dent est consumé par les mots de Bane. Bane fait tout pour déconstruire ce qu'a réussi à établir l'alliance Batman-Dent-Gordon afin de justifier la destruction de Gotham. Par la suite, les policiers de la ville vont s'enfoncer dans les égouts à la poursuite du mal. Bane détruit à ce moment-là le sol, supprimant la séparation entre la ville et l'enfer. Le monde est dès lors inversé. La justice croupit dans les égouts, tandis que l'enfer se répand à la surface. De l'enfer d'humidité et de ferraille, Bruce est traîné en Inde dans un puits de pierre et de chaleur. Il est alors coincé dans une prison, faisant référence à celle de Begins, au fond d'un puits qui renvoie à sa chute initiale. Le puits donne une vue sur le soleil et sur l'extérieur. Il incarne par ce fait le désespoir. Pour accentuer cette désillusion, il existe une épreuve appelée l'ascension. Il s'agit d'escalader le mur jusqu'à la sortie, et ce, uniquement sécurisé par une corde. Évidemment, cela relève de l'impossible. Finalement, le corps reconstruit, Wayne se remet debout, se relève, comme dans la maxime de son père. Bruce décide de se remuscler, de s'entraîner pour tenter l'ascension. Hélas, il échoue, ceinturé par la corde, il n'a pas la volonté nécessaire pour faire le grand saut. La peur est ce qui le retient, tel un poids. Mais cette peur, il l'a rejetée dans son alter ego. Batman représente sa peur. Il retente de monter, cette fois-ci armé de colère, mais une pierre se brise. La colère n'est pas ce à quoi il doit se rattacher pour sortir. Si vous vous souvenez bien, la peur et la colère sont les deux éléments qu'il apprend à maîtriser dans Begins pour s'élever. Pourtant, le médecin lui dit que pour réussir l'ascension, il doit retrouver la peur de la mort. Mais seul l'humain connaît la peur, pas Batman, pas le symbole. Bruce tente alors l'ascension sans corde. La peur viscérale de la mort le rattrape pour qu'enfin il réussisse. Au cours de son escalade, les chauves-souris l'effraient, preuve qu'il a quitté le rôle de Batman. Il est enfin redevenu Bruce Wayne, l'homme que nous avons aperçu
au commencement de Begins. Il s'est libéré de Batman, comme d'un lest, et parvient à faire le grand saut. C'est donc en tant que Bruce Wayne qu'il revient à Gotham. Il agit comme Batman l'aurait fait, mais sans armure, sans masque. Lors de l'affrontement final, Bruce revêt la cape du symbole. Il n'est plus la créature conspuée et traquée par la justice, mais un espoir, une incarnation de la résistance. À l'apogée de ce changement de rôle, Batman apparaît en plein jour, au milieu d'une foule, contrairement aux 2 opus précédents. A lieu alors la seconde confrontation avec Bane. Ainsi tu es revenu pour mourir avec ta ville. Non. Je suis revenu pour te battre. Cet échange n'est pas sans rappeler le dialogue avec Alfred. You're afraid that if I go back out there, I'll fail. I'm afraid that you want to. Comme si cette 3e ligne de dialogue venait répondre à Alfred. Bruce n'use d'aucun artifice contre Bane et s'attaque à son point faible, le masque. Au final, Bane meurt dans un bâtiment et Talia sous un pont. Les ténèbres rappellent leur suppôt. C'est alors l'ascension ultime, le dernier sacrifice. Batman doit mourir pour ancrer son symbole, tel une légende, un mythe, un vrai héros. Mais attention, Bruce n'est plus Batman. Il se sert de son symbole uniquement. Voilà ce qu'il donne à la ville, répondant ainsi à Selina, qui lui disait « Vous leur avez déjà tout donné, la vie de Batman et son ultime présent. » I'm so sorry. I failed you. You trusted me. And I failed you. Vous comprenez qu'en réalité, il se trompe. Il a réussi à sauver Bruce de Batman. La ville est sauve, et Bruce Wayne aussi. Et sur cette heureuse conclusion se termine mon analyse sur la verticalité de la trilogie du Dark Knight. À présent, passons à ce que nous pouvons retenir du point de vue de créatif afin de conclure cette vidéo. La trilogie du Dark Knight brille par son travail de la symbolique. Même les moins avertis peuvent l'attester. L'une des leçons que l'on retire de cette analyse concerne l'importance de faire voyager un personnage au travers de différents décors, pas seulement pour flatter la rétine ou évincer l'ennui du spectateur, mais pour décrire l'état d'esprit, la mission du voyageur. Le décor et les chemins pour les atteindre peuvent se répondre, comme les 2 puits ou les 2 prisons, peuvent se confronter, comme la tour de verre et l'apogée du chaos, ou même s'épauler, comme la chute physique du Dark Knight et la souillure de son mythe. Il est donc essentiel de prendre de la hauteur sur une œuvre, car il est impossible d'en cerner tous les aspects en l'observant uniquement de l'intérieur. Comme nous l'apprend Bruce, se jucher au-dessus de sa cible est une méthode plus que recommandable. Ainsi, lors de votre prochaine lecture, visionnage ou partie de jeu, je vous invite à vous percher au sommet de votre curiosité et à admirer tous les atours de l'œuvre qui s'ouvrent à vous. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.